Pour ouvrir cette session, je paraphraserai volontiers Umberto Eco, qui s'interrogeait autour de la notion de diversité dans le cimetière de Prague, en écrivant « Chacun interprète la diversité à sa manière. Peut-être ce grand vent de nouveauté n'est-il qu'un sirocco qui de nouveau nous endormira tous. » Effectivement, la notion de diversité est tellement présente qu'elle fait aujourd'hui partie de notre vocabulaire du quotidien. Pourtant, fait-elle réellement partie des enjeux auxquels nous devons faire face? C'est une question que nous vous invitons à nous poser. La diversité est une dimension essentielle du secteur végétal spécialisé. Elle s'exprime à la fois par le nombre de filières concernées et par l'éventail des productions et des produits au sein de chaque filière, comme nous le précisait Monique. Pour les filières du végétal spécialisé, les enjeux de la diversité sont forts. Ils font clairement appel à un cadre de référence où biodiversité et approche système, en lien avec l'agroécologie, nous interpellent au quotidien, notamment dans le cadre formalisé par Ecophyto, auquel on est tous sensibles. L'intégration de la dimension sociétale, pourtant majeure, reste souvent au second plan. Alors, nous vous proposons ce matin de voir comment la diversité nous interpelle à loisir, en fonction des champs d'intérêt, dans la mesure où elle est tantôt un objet de protection, de préservation et de gestion, notamment lorsqu'il va s'agir de diversité génétique et de paysage. Elle est tantôt un enjeu réglementaire et d'appropriation collective au sens des accords de Nagoya, c'est un des points que nous évoquerons. Elle est aussi parfois un espace à disséquer pour entrevoir les futurs d'un espace résilient, à travers l'étude des mécanismes qui sont associés à l'adaptation. Et elle repose enfin sur des hommes qui, dans leur aptitude à faire société, formatent, déforment, adaptent, s'adaptent au capital dont ils disposent. Ce sont ces dimensions multiples et interconnectées qui constituent l'espace des enjeux, éclairé dans la première session, dédiée aux enjeux de la diversité. Comme Descartes, nous verrons ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais simplement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Alors, je vous propose de plonger immédiatement dans cet espace à enjeu et nous allons engager cette session avec notre premier conférencier qui est Bernard Chevassiot-Louis. Normalien, il a été directeur de recherche chinois, directeur général de cet institut avant de poursuivre au service de l'État comme inspecteur général de l'agriculture et membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il a été l'animateur de 2 programmes de l'ANR sur l'impact des OGM et sur l'agriculture et le développement durable. Il a travaillé avec Jean-Marc Michel à la préfiguration de l'Agence nationale de la biodiversité qui a vu le jour le 26 mars 2014. Et il est président d'Humanité et Biodiversité. Et il va nous éclairer sur les enjeux globaux de cette diversité et les placer dans un cadre durable en incluant une dimension éthique. Merci de cette invitation. Effectivement, ça c'est ma minute publicitaire, après on n'en parlera plus. Hein. Mais engagez-vous, les associations ont besoin d'adhérents, surtout pour 2017, mais bon, je n'en dirai pas plus, ce n'est pas le sujet. Sujet étonnant qui m'a été proposé, les dimensions multiples de la diversité. Ça ressemble un peu à un sujet de concours de l'ENA, enfin bon. Mais j'ai essayé de relever le défi, parce qu'on parlait de dialogue entre disciplines et autres. Avec quand même petit cadrage, c'est-à-dire que je me suis limité à des notions de diversité qui, de près ou de loin, sont liées à nos relations avec la nature. Et je vais vous proposer un itinéraire avec tout d'abord un inventaire rapide de ces différentes diversités que je vais essayer de mettre en relation. Et puis ensuite, j'essaierai effectivement de voir quels sont les points communs, mais aussi les analogies, les transitions qui ont pu être faites entre ces différentes dimensions. La troisième partie, ça sera pour s'interroger sur, disons, le dialogue ou la dialectique entre uniformité et diversité, parce que, comme ça vient d'être dit,
Aujourd'hui, nous sommes dans un discours très positif en faveur de la diversité, mais on verra qu'il y a peut-être des limites. Et puis, si j'ai le temps, je vous donnerai quelques éléments justement sur comment se comporter en termes éthiques par rapport à ces diversités. Alors, diversité des diversités, eh bien, effectivement, la première dont on vient de parler, c'est ce fameux schéma de la diversité biologique, de la biodiversité. Et dans beaucoup d'endroits, de manière pédagogique, on rappelle effectivement qu'il y a 3 niveaux de cette diversité. La diversité des espèces, celle des systématiciens, la diversité génétique au sein des espèces, c'est celle des généticiens, et puis la diversité des écosystèmes, c'est celle des écologues. Et comme ça, le monde est bien organisé, chaque discipline a son domaine, et les moutons sont bien gardés. Alors, je voudrais effectivement montrer à quel point, effectivement, ce découpage en 3 niveaux a des vertus pédagogiques, mais réduit quand même considérablement ce qu'il faut regarder quand on s'intéresse à la diversité biologique. Alors, le premier niveau, effectivement, ça vous le connaissez et vous allez en parler plus abondamment, c'est effectivement ce qui se passe au-dessus de la notion d'écosystème, c'est-à-dire ce qu'on appelle en écologie des paysages, c'est-à-dire des mosaïques d'écosystèmes, c'est-à-dire que sur un territoire, il y aura par exemple des morceaux de forêt, des morceaux cultivés, des zones humides, etc. Et là aussi on en parlera, mais ce qui est important, c'est que ça crée des propriétés émergentes, autrement dit, que le fait que sur un territoire, il y ait une certaine diversité d'écosystèmes avec une organisation spatiale plus ou moins raisonnée, eh bien, permettra effectivement de faire apparaître des propriétés intéressantes. Alors c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre association, le remembrement écologique. Alors ça fait tout de suite frémir les vieux de l'agriculture qui ont entendu parler de remembrement, mais pour dire effectivement qu'il y a là un enjeu de gestion de nos territoires autour de ces concepts d'écologie du paysage. Deuxième point, effectivement, c'est la diversité au sein des espèces, et en particulier le fait que l'on sait depuis longtemps qu'il y a des sous-espèces, qu'il y a des races géographiques et autres. Mais ce qu'on savait moins peut-être, c'est que l'organisation de cette diversité est parfois, je dirais, pas du tout intuitive. Alors, je suis un homme plutôt des animaux et des poissons, donc vous avez ici une carte de l'Europe avec les grands ensembles génétiques de la truite commune, celle qu'on pêche dans toutes les rivières. Et vous voyez effectivement que le grand ensemble bleu fait qu'il y a assez peu de différence entre des truites qu'on va pêcher entre une rivière du nord de l'Espagne et une rivière des côtes de Norvège, mais que par contre, pour ceux qui aiment la randonnée et qui se promènent en Auvergne, eh bien vous allez trouver un endroit dans lequel la petite rivière qui est à votre droite et la petite rivière qui sont à votre gauche, l'une allant vers l'Atlantique, l'autre vers la Méditerranée, contiennent 2 populations génétiquement extrêmement différentes. Et ça veut dire que cette organisation spatiale de la diversité va être un élément important dans la gestion, alors que souvent les pêcheurs avaient tendance à dire il y a 2 types de truites, il y a les migratrices et les sédentaires. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que l'on voit dans cette figure. Le 3e niveau, effectivement, c'est de bien dire que la diversité individuelle, c'est-à-dire la diversité des individus au sein d'une espèce, ce n'est pas que la diversité génétique. Autrement dit, effectivement, j'ai mis ici ce petit arbre qui a beaucoup souffert du vent et qui s'est développé sous une forme un peu plus adaptée. Tout ce qui va se passer dans le développement des individus, tout ce qui va être des acquis liés à l'expérience des individus, qui souvent se transmettent, et j'y reviendrai, plus par voie culturelle que génétique, et l'homme n'a pas le privilège de la transmission culturelle des savoir-faire. C'est une dimension tout à fait importante, et pour prendre un exemple très concret, le fait d'avoir une forêt constituée d'individus génétiquement assez voisins, mais d'arbres d'âge différents ou d'âge identique, va changer complètement les propriétés écologiques de cette forêt. Et donc, bien qu'étant généticien, et peut-être parce que je suis généticien, j'insiste beaucoup sur le fait que ne réduisons pas la diversité individuelle à la notion de diversité génétique, et ça aussi, on pourrait en parler longuement. Et puis, le dernier niveau sur lequel je voudrais insister, c'est effectivement, et on en parle peu quand on parle de biodiversité, c'est la diversité intra-individuelle, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, nous sommes constitués de cellules, d'organes différenciés, que cette différenciation se fait avec des processus de développement sur lesquels on viendra, et que effectivement cette diversité au sein d'un individu va là aussi constituer une partie importante
de la diversité qu'il faut considérer, mais ça c'est plutôt la diversité des physiologistes, des immunologistes, et j'y reviendrai. Et ça veut dire donc, pour clôturer ce premier regard, que en fait, et je pourrais encore découper davantage, effectivement, il faut avoir une vision assez large de cette diversité biologique et des différents niveaux d'organisation, mais que, comme j'ai fait allusion jusqu'à maintenant, ça pose des questions réelles de dialogue entre les disciplines, parce qu'effectivement, chaque niveau est un peu la chasse gardée d'un domaine disciplinaire donné. Alors j'en viens à une autre diversité qui est la notion de géodiversité. Alors les biologistes, quand ils ont vu les géologues adopter ce terme, qui est né dans les années 90, ont été un petit peu énervés en disant mais ils sont en train de faire de l'opportunisme sémantique, ils nous piquent notre terme, hein, parce qu'effectivement c'est à la mode. Alors qu'est-ce que les géologues ont voulu dire dans la géodiversité? Mais il y a deux niveaux. Il y a le niveau, disons, macroscopique, qui sont effectivement le fait de mettre l'accent sur le fait qu'il y a des formations géologiques, des strates géologiques. Vous avez ici à droite un monument qui célèbre en Chine avec un énorme bâtiment la transition entre deux parties de l'ère primaire, Permo-Trias, c'est-à-dire une époque de grandes catastrophes et de grandes extinctions. Donc effectivement, il y a une volonté de mettre en avant ce patrimoine géologique et d'insister sur le fait qu'il fait partie de la diversité de la nature. Et puis au niveau micro, eh bien, c'est toute la diversité de la minéralogie, c'est-à-dire les quelques 5000 minéraux sur lesquels je reviendrai et qu'on recense aujourd'hui sur la planète. Donc ça, c'est effectivement la diversité des géologues. Et puis, le troisième niveau, c'est la diversité des sciences sociales, et j'insisterai juste sur deux aspects. La première, c'est effectivement toutes les représentations que l'on peut avoir de la nature, c'est tous les travaux notamment des anthropologues Philippe Descola et autres, qui ont montré que le modèle occidental moderne, qui voyait effectivement un clivage fort entre d'un côté l'homme et de l'autre les autres êtres vivants ou même les autres entités de la nature, était extrêmement daté et connoté dans le temps et dans l'espace, et que d'autres sociétés contemporaines avaient une vision très différente, que par exemple des sociétés animistes en Afrique ou chez les Inuits considèrent même que la notion de société, eh bien, c'est un ensemble d'individus vivants appartenant à des espèces différentes, mais aussi des esprits, des ancêtres, et que c'est avec l'ensemble de ces entités qu'il faut faire société. Autrement dit, qu'il y a autant d'importance à accorder aux bonnes relations qu'on aura avec le génie de la rivière qu'aux relations qu'on aura avec son cousin. Et que ça veut dire que quand on demande à ces gens-là de vous céder leur territoire, ils vous répondent mais ce n'est pas notre territoire, c'est le territoire que nous partageons avec l'ensemble de ces êtres avec lesquels nous faisons société. Donc ça, on pourrait faire toute une conférence sur ce point, mais on va rencontrer effectivement cette question parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de géographie culturelle, c'est diversité de visions et de nos relations avec la nature, vous les trouvez dans Paris et sans doute dans Angers. Autrement dit, elles vont coexister durablement sur nos territoires, ce n'est pas une curiosité d'anthropologue. Et puis l'autre aspect, effectivement, sur lequel je reviendrai, c'est la diversité des langues, c'est-à-dire la manière de décrire les choses. Aujourd'hui, on remonte à peu près 6000 langues, même si les linguistes discutent un peu avec de grands ensembles. Et donc voilà donc la fin de cette première partie, c'est-à-dire un panorama très rapide de ces diversités que j'ai envie de mettre un peu en résonance et de visiter. Alors quels sont les points communs? Eh bien, comme on l'a dit dans l'introduction, le premier point commun, c'est qu'on dit que cette diversité constitue une richesse. Alors c'est dit en langage fleuri du XVIIIe siècle, hein, c'est ce poème de Doudard de Lamotte qui se termine par cette maxime qu'on connaît bien, « L'ennui naquit un jour de l'uniformité hein. ». Et puis ça peut être des slogans beaucoup plus tagués sur les murs, de Bakounine, hein, l'uniformité c'est la mort, la diversité c'est la vie. Donc voilà deux affirmations très fortes en faveur du fait que la diversité c'est une richesse. Deuxième point qui me semble important, c'est en termes des mécanismes de genèse de cette diversité, et je voudrais insister sur ce que j'appelle les vertus infinies de la combinatoire. Alors, premier exemple, effectivement, les langues. Toutes les langues du monde peuvent s'écrire au moyen de 163 phonèmes, qui sont l'alphabet phonétique international.
Et donc ça veut dire que toutes les langues du monde sont fabriquées à partir d'un nombre restreint de phonèmes, c'est-à-dire d'unités élémentaires de prononciation, et que, en fait, une langue, en moyenne, c'est à peu près 100 000 mots, et elle n'épuise qu'une toute petite partie de cette diversité. Si je vous demande d'imaginer des mots qui semblent français, qui sonnent français mais qui n'existent pas, je suis sûr que vous en trouverez très vite. Hein, une berbuche, par exemple, c'est du bon français, ça. Ben non, ça n'existe pas. Donc vous pouvez vous amuser à ça, vous pouvez faire des poèmes entiers, et Frédéric Dard était assez doué dans ce domaine. On peut créer énormément de mots qui n'existent pas, ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout épuisé la combinatoire, effectivement, de toutes ces langues, et ça veut dire, effectivement, que peut-être des langues peuvent encore naître et se développer. Et puis effectivement, autre vertu de la combinatoire, c'est ce qu'on sait aujourd'hui sur l'organisation des génomes, puisqu'on a des séquençages complets. Je vous prends un exemple, on sait à peu près que sur le génome humain, donc sur les 3 milliards de paires de bases, il y a à peu près 1 million de points, on peut discuter un peu, sur lesquels il y a des variations d'un individu à l'autre. Bon. Si vous faites le calcul du nombre d'individus possibles, c'est-à-dire du nombre de génomes possibles, vous arrivez à ce chiffre de 10 puissance 300 000. Alors c'est complètement inimaginable qu'est-ce que c'est 10 puissance 300 000, mais je vous ai mis ici le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 80. Et ça c'est une conclusion effectivement forte qu'il faut avoir en tête, c'est que, j'ai pris l'exemple de l'espèce humaine, mais c'est vrai pour toute espèce, une espèce sur l'ensemble de sa durée de vie, mettons 10 millions d'années, n'épuisera pas et ne produira qu'une infime partie de sa diversité potentielle. Et ça veut dire effectivement que dans cette protection de la diversité, il y a une notion de protection instantanée, mais il y a une question de permettre cette combinatoire de continuer à se réaliser. Autre point commun, c'est qu'un certain nombre de gens ont essayé de faire des rapprochements, je dirais, féconds, et ça a été effectivement cet ouvrage que vous avez peut-être lu de Kupiec et Soningo, qui s'appelait Ni Dieu ni gène, donc en 83, et qui avait essayé de développer l'idée d'une théorie darwinienne de la diversité intra-individuelle, en disant finalement, la manière dont un être vivant se développe, par exemple dans la manière dont il va fabriquer des anticorps, eh bien, en fait, il crée des variations un peu au hasard, comme dans le modèle darwinien, et ces variations sont sélectionnées par le milieu, et c'est ça qui nous permet de produire des anticorps nous permettant de nous défendre. Alors ça avait été assez discuté, ne serait-ce que parce que le titre était assez provocateur, mais ils ont continué à travailler. Vous avez peut-être vu il y a quelques semaines la publication d'un article sur les cellules souches embryonnaires de poulet, où ils ont montré effectivement que le programme de développement n'était pas un programme, mais était sans doute un système d'expression aléatoire du génome dans différentes cellules sélectionnées par l'environnement. Et donc cette théorie darwinienne au niveau cellulaire est un exemple, je dirais, de rapprochement fécond, au même titre, et ça vous semble devenu totalement banal, que l'intuition géniale de Darwin, qui était de dire ce qui fait sur le long terme la grande diversité des espèces, c'est ce que je vois aujourd'hui à court terme dans la diversité au sein des espèces. Or ça peut vous paraître maintenant, parce que tout le monde vous a enseigné le darwinisme, je n'ai pas le temps de développer, mais c'était totalement original et profondément choquant dans la mentalité de l'époque. Donc cette idée de relier deux niveaux de diversité en disant c'est l'un qui contribue à l'autre était une intuition tout à fait géniale. Autre exemple qui me semble important, j'ai dit que les géologues s'étaient un peu approprié la notion de diversité. Ben, effectivement, ça permet de souligner une chose que là aussi on ne dit pas assez, c'est que depuis effectivement 4 milliards d'années, ce dialogue entre effectivement l'environnement physique, que ce soit la dynamique de la géosphère de la Terre, avec des tremblements de terre, avec éventuellement des réchauffements, etc., et puis de l'atmosphère, des météorites et autres, ce dialogue permanent entre effectivement la dynamique du milieu physique et le milieu vivant, eh bien c'est par exemple ça qui nous a donné ces falaises de l'Urgonien ou des Trotta qui ont formé effectivement ces ressources géologiques. C'est effectivement un processus interactif entre la biosphère et la géosphère. Et puis, au niveau minéralogique, eh bien, on sait aujourd'hui que
2/3 des minéraux qu'on observe sur Terre, on ne les retrouvera sans doute jamais dans d'autres planètes, sauf si on tombe sur des planètes où il y a du vivant. Autrement dit, 2/3 des minéraux que l'on connaît sont des minéraux qu'on appelle biogéniques, c'est-à-dire qui sont formés. Et par exemple, une grande partie des dépôts de fer et de minerais divers sont liés à des activités bactériennes qui ont favorisé ces minéralisations et ces ressources que nous sommes contents de trouver. Et donc le fait d'insister effectivement sur ce dialogue entre géosphère et biosphère, et effectivement dans les deux sens, me semble tout à fait important. Autre élément effectivement qui me semble important, c'est le lien qu'on peut faire entre diversité linguistique et diversité biologique. Vous avez ici, je ne les ai pas tous mis, le début de la liste des 50 mots pour dire neige chez les Inuits. Pourquoi? Parce que ces Inuits qui sont confrontés à un paysage blanc dans lequel il y a de la neige, et en France, une fois qu'on a dit ça, on a à peu près épuisé le vocabulaire, bon, eh bien, on a bien besoin de décrire effectivement cet environnement de manière beaucoup plus fine. Or, effectivement, derrière cette diversité linguistique, il y a une perception très fine de la nature, et donc, et c'est pour ça que l'UNESCO a dit, préserver la diversité linguistique, c'est préserver des savoirs culturels très fins sur la nature, et il y a effectivement cette capacité qu'ont eu les différentes civilisations à comprendre des choses sur la nature, et on peut le dire aussi en France à travers éventuellement des patois ou des langues vernaculaires, parce qu'effectivement, il y a peut-être derrière ça des perceptions extrêmement fines qu'il faut essayer de comprendre. Et je pense qu'effectivement, enseigner dans une école d'horticulture tous les dictons populaires que les agriculteurs ont formés au fil des ans, ça ne serait pas complètement stupide. En plus, il y a beaucoup d'humour. Vous connaissez par exemple le dicton qui est que pour avoir de belles courges, il faut faire planter les graines par une femme qui a des grosses fesses. Voilà, ça c'était la minute culturelle. Bon. Alors ensuite, je viens à des analogies plus incertaines. Vous savez peut-être que le physicien Richard Dawkins a proposé effectivement une théorie qu'il appelle la mémétique, qui est de dire finalement on peut décomposer la culture comme la génétique, en gène, on peut décomposer la culture en unités élémentaires, les mêmes, qui sont susceptibles de se transmettre par voie culturelle avec des variations et d'avoir une valeur sélective plus ou moins forte. Et donc effectivement on peut étudier la dynamique de la culture à travers cette théorie de la mémétique. Alors il y a des mèmes effectivement qui évoluent, qui se propagent. Par exemple, vous avez certainement des gens que, quand vous les interrogez, ils vous disent « Ok, d'accord ». C'est devenu effectivement une agglomérate de deux mèmes qui effectivement ont eu un bon succès évolutif. Et puis un autre qui envahit la planète, c'est que vous prenez n'importe qui, même au fond de la forêt amazonienne, et vous lui dites « la 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 », et bien tout de suite, il sait que c'est son anniversaire. Bon, voilà un exemple de mème multiculturel qui a envahi la planète. Et donc c'est une théorie que je vous indiquais parce qu'effectivement, elle est un peu discutée, mais ça montre effectivement ces dialogues qu'on peut établir entre disciplines. Et puis je terminerai effectivement par ce que j'appelle des rapprochements fâcheux. Alors vous avez entendu parler de Spencer et du darwinisme social, je ne détaille pas. Vous avez peut-être moins entendu parler de l'anthropologie évolutive, qui était effectivement une théorie que Morgan avait développée au 19e, dans laquelle il développait cette classification des hommes et, en un certain nombre de niveaux qui allaient effectivement des sauvages aux barbares et aux civilisés. Le civilisé, c'était l'anglais à chapeau melon, bon. Et il y avait là-dedans aussi des sauvages inférieurs, moyens, supérieurs, des barbares inférieurs, moyens, supérieurs, etc. Et donc l'idée, c'est effectivement que le sens de l'histoire, c'était que toutes ces sociétés devaient être incitées plus ou moins violemment à passer effectivement de ces stades de développement inférieur au stade de la civilisation avec un grand L et un grand C. Donc ça a disparu, mais il faut se rappeler effectivement, et Darwin d'ailleurs, avant sa mort, avait combattu beaucoup, notamment les dérives dans ce domaine, mais il faut rappeler effectivement qu'il y a parfois des rapprochements fâcheux. Alors j'en viens à mon troisième point, c'est-à-dire effectivement, parlons un peu d'uniformité. Alors vous avez ici un écrivain américain qui a dit la diversité, mais pourquoi partons-nous tous du principe que c'est une bonne chose alors que nous ne sommes à l'aise que dans l'uniformité? Autrement dit, effectivement, est-ce que la diversité, on y tient tant que ça? Alors effectivement, on voit bien que quand on regarde un peu en détail, eh bien la diversité, parfois, est plutôt présentée comme une anomalie, un mal, etc. Et quand on parle des gens qui sont un peu mélangés, des métèques, des hybrides et autres sans mêlés, c'est pas forcément
des termes très sympathiques. Et puis, rappelez-vous, on a parlé des langues. Hein, l'origine des langues dans la Bible, c'est la malédiction de la tour de Babel. Hein. Les hommes parlaient tous la même langue, ils voulaient construire une tour qui allait jusqu'à Dieu. Dieu leur a envoyé les langues et depuis, ben voilà. Bon. Et je pense que dans cette salle, il y a certainement des gens qui rêveraient effectivement que s'il y avait une langue, ça serait quand même moins compliqué. Hein, donc on voit bien effectivement que ce mythe de la tour de Babel, il est quand même présent. Et puis, vous savez effectivement à quel point on a longtemps considéré que les impuretés dans les cristaux étaient quelque chose qui était plutôt négatif, alors que c'est à partir de là qu'on a créé l'informatique et les semi-conducteurs, mais parce que, et aujourd'hui on fait des cristaux en dopant avec des impuretés, mais au départ c'était plutôt une connotation négative. Et puis, j'ai pas le temps de détailler, mais vous savez que quand Newton a montré que la lumière blanche n'était pas pure, hein, c'est-à-dire qu'elle se décomposait en couleur élémentaire et qu'on pouvait la recréer effectivement avec le prisme inverse, c'était totalement scandaleux parce que le blanc était le symbole de la pureté. Et montrer qu'effectivement il y avait de l'hétérogénéité dans le blanc, eh bien alors il s'en est tiré en disant oui mais il y a 7 couleurs dans le prisme de Newton qui correspondent aux 7 planètes. Hein. Alors c'est totalement faux parce que le prisme il est continu. Hein. Mais il a été obligé d'inventer une 7e couleur parce que tous les enfants disent ben voilà il y a rouge, il y a jaune, il y a orange, il y a vert, il y a bleu et puis il y a violet. Ah zut, 6. Donc il a inventé l'indigo. Hein. Et comme ça on retrouvait les principes alchimistes et la cohérence du cosmos. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, le fait de montrer que des choses ne sont pas pures et sont diverses, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis effectivement, l'autre question, c'est que parfois, on a tendance à nier ou à minimiser les différences, justement parce qu'on craint que ça fasse l'objet de discrimination. Et je vous invite à relire la Déclaration des droits de l'homme. Hein. Les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Pourquoi? Ben parce qu'on était bien placé à l'époque et encore aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas égaux en fait. Hein, ils sont inégaux par leur richesse, par leur lieu de naissance, par tant de ces trucs. Et les droits de l'homme ne nient pas le fait que les hommes sont différents et sont inégaux en fait. Ils affirment qu'ils sont égaux et qu'ils demeurent égaux en droit. Et puis dans mon domaine, je vous raconte une petite histoire d'un généticien, Richard Levantine, et qui au début, donc dans les années 70, à partir du moment où on commençait à regarder la diversité des groupes sanguins et autres, avait dit, ben finalement, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de diversité à l'intérieur des populations humaines qu'entre populations, donc le racisme est stupide. Autrement dit, il s'était appuyé sur l'idée qu'il y avait peu de différence entre les races pour dire qu'il ne fallait pas être raciste. Et effectivement, on voit bien, et je frémis encore, heureusement que les données de la biologie moléculaire ont confirmé effectivement que l'essentiel de la diversité était à l'intérieur des populations et non pas entre les populations. Mais s'il avait trouvé le contraire, est-ce que ça aurait donné un argument pour être raciste? Donc vous voyez effectivement que nier les différences parce qu'on craint les discriminations, il faut se méfier effectivement du caractère pervers de ce raisonnement. Et puis à l'autre bout, effectivement, de l'uniformité considérée comme un bien, eh bien on est tous à admirer la nage synchronisée, les défilés plus ou moins militaires et les linceul pleuriques, autrement dit, le fait d'apparaître effectivement comme se ressemblant est quand même considéré comme une tendance forte. Alors, ça apparaît dans le développement des individus, c'est-à-dire toute la dialectique qu'il y a entre conformité et excentricité. Il faut montrer qu'on est un peu différent, mais pas trop. Et il y a effectivement une notion dans tous les groupes humains d'étrangeté optimale pour à la fois appartenir au groupe, mais être considéré comme un peu différent. Et ça, effectivement, c'est une dimension. Et alors, par rapport à ça, je vous raconte une petite histoire qui est le paradoxe des jumeaux séparés. Pendant un moment, on s'était dit finalement, pour étudier la génétique, on va regarder effectivement si des jumeaux qui sont, et les effets de l'environnement, si des jumeaux qui sont ensemble, globalement des individus qui sont ensemble, se ressemblent davantage que des individus qui sont dans des environnements différents. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que les jumeaux, quand ils sont séparés, se ressemblent davantage que quand ils sont ensemble. Vous avez compris pourquoi? Oui? Non? Ils ont besoin d'exister. Voilà. Il y a au moins une réponse, donc je... Voilà. Et puis, quand on regarde, là aussi, avec l'anthropologie physique, la différence de taille dans les couples entre un homme et une femme, eh bien, on constate qu'elle est très significativement inférieure à la différence moyenne entre un homme et une femme qui représente dans la population. Ce qui veut dire qu'on aime bien se ressembler quand même un peu, et que, effectivement, cette vertu de la ressemblance est aussi une valeur.
Et là, je ne détaille pas, mais quand on regarde effectivement, avec un peu de recul, comment on a traité les fameuses 3 diversités dont je parlais au début et qui sont présentes au début de l'agriculture, eh bien, on peut dire qu'on les a tous, disons, dans les modes conventionnels d'agriculture, réduits à la portion congrue, en ayant des variétés aussi homogènes que possible, dans des milieux aussi homogènes que possible, avec effectivement une diversité écologique réduite essentiellement au milieu que l'on voulait cultiver. Et donc, ces vertus de l'uniformité, on les a aussi cultivées. Alors, j'en termine parce que je crois que mon temps va aller se terminer. Et je vais vous proposer de revisiter Charles Fourier, le père du socialisme utopique, qui effectivement nous a proposé dans un traité des passions le fait qu'il y avait quatre pulsions qui animaient l'homme et qu'il a essayé d'incarner dans ses phalanstères. Effectivement, il y a tout d'abord une dialectique que je viens de développer entre ce qu'il appelait la pulsion unitéiste, c'est-à-dire le fait d'être tous semblables, etc., et puis la pulsion qu'il appelle kabbaliste, c'est-à-dire la volonté effectivement d'être différent, d'être discordant, d'être bon. Et donc c'est ça qu'il appelle l'axe de la dialectique, et il dit effectivement il faut que ces deux pulsions s'expriment, mais donc jusque-là rien de très original, mais effectivement ce qu'il rajoute c'est effectivement 2 autres pulsions que l'homme essaye d'exprimer. L'une qui est la pulsion composite, c'est-à-dire le fait d'aimer à un moment donné, regrouper, mélanger des choses qui sont différentes. La gastronomie est un exemple même de pulsion composite. On est bien associé dans un plat des goûts, des saveurs, etc., qui sont différents. Mais on voit bien, si vous réfléchissez un peu, que cette diversité instantanée de la pulsion composite, elle est présente. Et puis vous avez la pulsion papillonne, qui est la diversité, c'est-à-dire le goût de voir des choses nouvelles, le goût du changement. Et là, le goût du changement, ce n'est pas forcément qu'on veut que la nouvelle chose soit mieux que l'autre, on veut qu'elle soit différente. Et l'actualité politique nous montre bien d'ailleurs à quel point la pulsion papillonne est en train effectivement de gagner les comportements. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, dans cette représentation, l'axe de la diversité, il n'est pas opposé à l'axe de la dialectique, il est orthogonal, autrement dit, il n'y a pas à opposer cette notion de diversité avec la question d'uniformité. Il faut dire, non, en fait, c'est un espace à 4 dimensions, et l'épanouissement humain passe effectivement par cette diversité de désirs et de pulsions qu'il essayait effectivement d'incarner dans ce qu'il appelait, enfin, dans ce qu'on a appelé socialisme utopique. Monsieur l'organisateur, dois-je m'arrêter ou est-ce que j'ai 3 minutes? 3 minutes, voilà. Alors, je termine vite sur 4 propositions que je vous fais sur comment ils ont se comporter par rapport à toutes ces diversités. Mais 4 propositions, tout d'abord, c'est qu'il faut que ça soit des éthiques du temps long. C'est-à-dire que très souvent, on va être sensible au fait qu'à un moment donné, une diversité est plutôt encombrante. Vous savez aujourd'hui qu'avec les méthodes d'édition du génome, il est devenu réaliste de vouloir éradiquer une espèce de la surface de la Terre. Bon. Et qu'effectivement, on pourra dire vraiment, je ne vois vraiment pas ce qu'est cette espèce de moustique qui a réussi à durer jusque-là. Si on s'en débarrassait, on s'en porterait mieux. Et donc cette question de dire, finalement, est-ce que sur le temps long, on s'est posé la question de cet être vivant et de son rôle et de ses interactions? Je crois que c'est le premier point qu'il faut avoir en tête. Le deuxième, c'est effectivement de se départir de ce que j'appelle la vision verticale. Les paléontologues disent qu'effectivement la révolution néolithique, c'est la révolution de la verticalisation, c'est-à-dire qu'on a commencé effectivement à mettre les êtres et les choses sur une échelle, dont souvent Homo sapiens était sur le dernier barreau, et ça veut dire qu'on a une tendance forte, dès qu'on voit de la diversité, à vouloir les mettre sur une échelle. Or, effectivement, cette idée que les entités qui constituent la diversité, elles sont, je dirais, horizontales, un peu comme dans les sociétés animistes, et qu'il n'y a pas de raison de dire qu'elles ont plus de valeur l'une que l'autre, mais qu'effectivement, elles ont toutes un élément de diversité à faire valoir. Je crois que c'est le deuxième point. Troisième point, c'est effectivement de dire cette diversité, ce sont des biens communs. Autrement dit, ce sont des biens qui peuvent profiter à toute une série de gens, mais qu'il faut cultiver ensemble. Et là, je n'ai pas le temps de détailler, mais cette éthique des biens communs, et non pas des biens publics d'ailleurs, mais des biens communs, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Puis le dernier point, c'est de dire qu'effectivement, qu'il faut accorder dans cette diversité au moins autant de valeur aux interactions entre les entités
que ce soit les interactions culturelles, biologiques et autres, autant de valeur au processus qu'à ces entités, et donc vouloir effectivement conserver, entretenir ces processus, ces dynamiques, plutôt que de vouloir mettre sous cloche chacune de ces entités bien rangées, c'est aussi ça qu'il faut avoir. Donc voilà, je m'arrête sur ce voyage au pays des diversités, et pour tester effectivement si vous êtes vraiment pris par l'intérêt de cette diversité, ben, il y a des gens qui trouveront ça joli et d'autres qui trouveront que c'est vraiment très moche. Et donc c'est un test pour voir effectivement comment vous réagissez à ces remerciements. Merci de votre attention. J'ai une question par rapport à votre chapitre sur l'ambivalence humaine. Est-ce que ça veut dire que l'homme est naturellement ou culturellement porté à faire des catégories, des classifications, des séparations? Mais je pense effectivement que la pensée par catégorie est quand même une tendance forte pour simplifier la vie. Je prends un exemple très concret. Si au lieu d'avoir un code de la route dans lequel vous voyez un panneau feu rouge, feu vert, virage dangereux ou pas, vous avez seulement un compteur de probabilité à votre cadran qui vous dirait en continu le risque de vous planter. C'est-à-dire que vous arrivez à un carrefour et vous y arrivez 10-2. Bon, la vie serait infernale. Et donc si vous réfléchissez un peu, ces systèmes de simplification du réel, et puis on voit bien effectivement que vous avancez dans une rue obscure et vous voyez une silhouette au fond, et bien tant que vous n'êtes pas capable de dire c'est un réverbère, c'est un flic, c'est un voyou, c'est une voiture, vous êtes profondément perturbé. Tout votre système sensoriel se focalise pour classer la chose que vous avez du mal à classer. Donc je crois effectivement assez profondément que l'esprit classificatoire est quelque chose qui est très profondément ancré. Mais c'est pas parce qu'on crée des catégories qu'il faut créer des échelles. C'est ça que je voulais dire. J'ai une question à poser, mais j'espère que ça va être clair, parce que dans ma tête, ça n'est pas complètement. Donc voilà, on entend dans les conversations courantes le fait que les écosystèmes doivent être, comment dire, qu'il faut sauver les écosystèmes et en quelque sorte et les maintenir en l'état. C'est peut-être un peu caricatural ce que je veux dire. Et est-ce que ça, c'est justement, ça fait partie de votre contradiction humaine entre l'uniformité et la diversité? C'est-à-dire qu'on veut maintenir des écosystèmes dans l'état actuel, alors qu'en fait, ces écosystèmes vont forcément, ils évoluent de toute façon. C'est pas clair, hein, je suis désolée, mais il me semble que, enfin, on a des visions politiques, des logiques politiques, je ne sais pas, qui disent qu'il faut maintenir la biodiversité dans les écosystèmes comme elle est actuellement. Et est-ce que l'idée de se dire que ces écosystèmes, de toute façon, ils vont évoluer, alors peut-être de l'homme ou d'autres choses, je ne veux pas dire ça, mais est-ce qu'on ne doit pas prendre en compte cet aspect-là? J'ai volontairement été assez restreint sur la partie, disons, diversité biologique, parce que je pourrais développer beaucoup plus. Mais cette idée, effectivement, qu'un écosystème, c'est, disons, une photographie instantanée que l'on prend d'un processus dynamique qu'il faut comprendre et voir, effectivement, où est-ce que ça le mène, avec en plus l'idée de plus en plus forte que les changements ne sont pas des évolutions graduelles, mais sont parfois des basculements rapides, c'est-à-dire on a l'impression d'une certaine stabilité. On sait par exemple que le Sahara savane, dont on voit les fresques du Tassili avec toute une faune, etc., a basculé en quelques siècles au statut de désert. Autrement dit, il y a des phénomènes effectivement comme ça de discontinuité, de rupture, et donc effectivement il faut avoir ça en tête. Mais le fait de dire quelles sont les pressions qu'il y a aujourd'hui sur un écosystème et en quoi ces pressions sont susceptibles effectivement de le faire basculer dans un état qui nous serait éventuellement défavorable. C'est ça. Je prends un autre exemple. Vous savez que dans un certain nombre d'écosystèmes marins, par exemple les côtes africaines, les écosystèmes en état de surpêche ont basculé dans un nouvel état où il y a essentiellement des méduses. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de poissons, il y a du phytoplancton, du zooplancton et des méduses. Bon. Cet écosystème
fonctionne parfaitement bien, le cycle du carbone est bouclé, etc. Mais il n'y a rien à manger. Et il est stable. Il est stable, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a basculé dans ce nouvel état, eh bien même si on arrête de pêcher, il va rester un écosystème. Vous savez que les poissons sont arrivés il y a 400 millions d'années, alors que les océans existent depuis 2 milliards d'années, donc ils ont repris leurs vieilles habitudes. Et donc c'est la question, effectivement, est-ce que ce basculement, est-ce qu'il ne faut pas l'éviter? Mais effectivement, en disant, c'est des processus dynamiques, mais il faut les comprendre et les accompagner. On ne peut pas dire qu'il faut absolument geler un écosystème dans un état donné.